Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer aujourd'hui un cours sur les récits interactifs que je continuerai la semaine prochaine. Donc dans cette première séance, je vais vous proposer un cadrage un peu général et des questionnements. Et puis la semaine prochaine, on s'intéressera aux différentes formes de récits interactifs, de récits sur des supports numériques, toutes les nouvelles façons de raconter, donc les perspectives, notamment les bandes dessinées numériques, les films interactifs, les jeux narratifs pour smartphone, etc. Les différentes formes de récits sur lesquelles je vous invite actuellement à réagir et à réfléchir par mail. Alors en introduction, euh, chaque nouveau support, chaque nouvelle technologie a été l'occasion pour les êtres humains de raconter des histoires, de raconter de nouvelles histoires, et peut-être de raconter différemment des histoires. Prenons l'exemple du cinéma. Alors là, je vous ai mis un lien vers Le voyage dans la Lune de Georges Méliès, donc au tout début du XXe siècle, en 1902. Et je vous en joue un tout petit extrait. Voilà, donc là, on envoie des scientifiques explorer la Lune, donc ça date de 1902, hein, et on a l'impression d'avoir du théâtre filmé en fait, comme si on avait posé une caméra et on filme ce qui se passe sur la scène, puisque à l'époque la référence c'est quand même le théâtre, et dans ces premiers temps du cinéma, on commence par on s'appuie sur ce qu'on connaît, à savoir le théâtre. Voilà, donc le théâtre filmé, et ce n'est que très progressivement qu'est apparu ce qu'on avait appelé le langage cinématographique, avec les plans, les séquences, les travelling, etc. Donc tout ce langage-là, qui va permettre de raconter différemment des histoires, voilà, et donc là, dans ces premiers temps un peu exploratoires, on a plus affaire à du théâtre filmé. Voilà, alors vous allez voir quand même quelques effets là, avec l'alunissage et une image que vous allez reconnaître, qui est un peu une image d'Épinal, qui est très connue. Voilà. Et puis là, on retrouve cette idée effectivement du théâtre filmé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a ce support numérique, hein, interactif, multimédia, et donc des récits interactifs qui nous sont proposés sur ces supports-là. Bon, on peut penser que dans un premier temps, on s'appuie sur ce qu'on sait faire, à savoir notamment le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi l'imprimé, et que progressivement, il y a peut-être un langage d'une narrativité interactive qui va s'inventer. Chaque changement de matériel des supports a entraîné d'importantes modifications dans l'art de raconter des histoires, d'où les deux questions qu'on peut se poser, hein. Quelle forme prend le récit sur ce support ou sur ces supports, et quels en sont les enjeux et les perspectives. Alors, un petit rappel terminologique, c'est qu'en français, le terme récit, en fait, il peut avoir trois sens, donc on va essayer de bien les distinguer, et pour ça, je vais vous raconter une anecdote. Donc ce matin, je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu à un bout de la rue une petite Clio rouge. Il y avait une femme à l'intérieur qui roulait tout doucement. Et puis à l'autre bout de la rue, c'est une voie à double sens, il y avait un- une voiture de sport, une Ferrari, je crois. Il y a un homme à l'intérieur, mais qui arrivait vraiment comme un bolide et qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui est venu percuter la petite Clio rouge. Et donc la femme est sortie, le visage ensanglanté de sa voiture. Bon, c'est une histoire fictive, évidemment, hein, je vous le raconte pour des besoins pédagogiques. Je vous en ai fait un récit, je vous fais un autre récit. Ce matin, j'ai vu une jeune femme sortir, le visage ensanglanté de sa voiture. En effet, quelques instants auparavant, etc. C'est la même histoire, les mêmes événements, sauf que là, je joue sur l'ordre. J'ai commencé par la fin pour dramatiser. Autre récit. Ce matin, j'étais tranquillement au volant de ma petite Clio rouge lorsque j'aperçois à l'autre bout de la rue fonçant vers moi, etc. Là, je joue sur le point de vue, je prends le point de vue narratif de la jeune femme. Donc, trois récits différents, mais trois mêmes histoires. Donc, l'histoire, ce sont les événements qu'on raconte. Ce qui a changé, c'est la narration, à savoir la manière de raconter. Et une histoire plus une narration, ça donne un récit. Un récit qui peut être écrit, audiovisuel, oral, comme je vous l'ai fait à l'instant. Je vous ai donné trois récits oraux, trois déclinaisons d'une même histoire.
Donc, cette réflexion sur la narration, elle vient notamment de Gérard Genette, qui est un théoricien français, un narratologue, théoricien du récit. En 1972, il a écrit notamment Figure 3, qui après a eu beaucoup de succès, notamment à l'international. Pour revenir sur la question de la narration, il nous dit notamment qu'il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. C'est l'ordre. Donc là, j'ai joué sur l'ordre en commençant par la fin. On peut également raconter en commençant in medias res, au milieu du récit. Voilà, il y a beaucoup de façons de jouer sur l'ordre d'un récit. On peut jouer aussi sur la vitesse d'un récit en racontant plus ou moins vite. Si on raconte une histoire au même rythme, une scène au même rythme que celle-ci se déroule, bah justement ça s'appelle une scène, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si on prend le temps de bien tout décrire, le paysage, les bâtiments, les personnages, là il va s'agir d'une pause. Si on va omettre des informations et on va dire bah 10 ans après notre personnage se retrouve à tel endroit, c'est une ellipse. Ou bien si en un paragraphe on va résumer ce qui s'est passé au cours des 10 ans, on appellera ça un sommaire. Donc différentes façons de jouer sur la vitesse d'un récit. Et puis bien sûr, on peut jouer aussi sur le point de vue, à la fois sur le statut du narrateur, donc qui raconte, donc ça peut être à la troisième personne, à la première personne, mais aussi sur ce qu'on appelle le point de vue narratif. Donc là, c'est plutôt la question qui sait, qui voit, et donc c'est notamment ce que vous avez vu en lycée, au lycée, avec un point de vue omniscient où le narrateur connaît tous des personnages et de la situation, un point de vue interne, où le narrateur va limiter l'information et la vision au point de vue d'un seul personnage, et donc le lecteur, le spectateur ne connaît que ce que le personnage sait, voit ou comprend, ou encore un point de vue externe, lorsque le narrateur va limiter l'information à ce que pourrait voir un témoin extérieur. Il fait semblant d'ignorer ce que pensent les personnages, et le lecteur, là, ou le spectateur, en sait moins que les personnages. Évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui vont jouer d'une circulation entre ces points de vue, omniscients, internes, externes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, notre support numérique, bah, à quel niveau ça va jouer, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va éventuellement reconfigurer. Alors, dans un premier temps, je vous propose une typologie des récits interactifs qui est plus basée sur des récits qu'on pourrait appeler entre guillemets littéraires, ou du moins dans lesquels la dimension textuelle ou linguistique joue un rôle important. Alors, il y a bien sûr ce qu'on appelle les récits hypertextuels ou hypermédias par extension aux autres médias, qui proposent une lecture non linéaire de fragments reliés par des liens. C'est l'exemple du non-roman Lucide Boutini que je vous ai montré en cours introductif. Là, la navigation hypertextuelle va permettre à chaque lecteur de suivre un parcours unique au sein d'un même récit. C'est du moins la promesse qui nous est faite avec ces récits hypertextuels non linéaires. Si je regarde ce récit qui date de la fin des années 90 et qui est encore accessible en ligne, apparition inquiétante, donc je peux plonger au hasard, mais je peux aussi commencer par le début. Et là, donc j'ai du texte, j'ai aussi quelques illustrations, j'ai beaucoup de liens hypertextes, et je peux, donc c'est une histoire policière, et je peux cliquer ici sur ce lien quelqu'un l'avait tué. Là, je me retrouve dans le bureau du détective. Voilà, et puis je peux continuer l'histoire en cliquant de lien en lien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai un atlas des chemins, et en fait, ici, il y a une forme de relinéarisation, c'est-à-dire que je peux lire tous les passages, tous les fragments qui vont concerner justement Chris, le détective, ou bien Bob, ou bien Hélène. Et donc, finalement, ne m'intéresser à l'histoire que par le biais d'un seul personnage. C'est un petit peu comme si finalement c'était tellement désorientant ces histoires hypertextuelles qu'il fallait instrumenter un peu la lecture de notre lecteur et donc proposer des formes de relinéarisation. Alors, autre type de récits interactifs, les récits qu'on va appeler cinétiques, donc ciné, kiné, le mouvement qu'a donné cinéma, donc des récits cinétiques ou en mouvement dans le texte, dans lesquels le texte et les autres médias est affiché dynamiquement, et ces récits qui vont exploiter pleinement la dimension temporelle et la dimension multimédia, et tout ça quand c'est interactif par le biais du geste. Donc là, je vous montre un récit cinétique qui n'est pas interactif, mais qui est absolument magnifique, qui est en langue arabe sous-titré en anglais, et qui va jouer sur de la calligraphie animée. Là, je vous montre juste le début, je vous incite à regarder l'ensemble de ce récit. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم وأنا لم أكن حجرا
صقلته المياه فأصبح وجها ولا قصبا ثقبته الرياح Voilà. فأصبح نايا. Je vous incite à aller le consulter en ligne. Donc ça, c'est pour les récits cinétiques. Et pour les récits cinétiques interactifs, bah, il y a notamment l'exemple de ma création des prises, où là, vous vous souvenez de la scène dans laquelle il y a le personnage lit la rédaction de son fils et lit des messages implicites dans ce que son fils lui a écrit, où là, on a à la fois cette dimension animée, cinétique, et la dimension gestuelle. Donc autre type de récit interactif, mais tout ça évidemment encore une fois c'est combinable, ce sont les récits dits génératifs. Donc cette question de la génération de texte, la génération automatique de texte, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est on ne peut plus actuelle, hein. Vous savez, là je vous l'ai déjà dit je crois, que sur Twitter par exemple, un quart des tweets actuellement est généré automatiquement, n'a pas été écrit par des êtres humains, et ça c'est en pleine expansion. Donc on va être confronté à des machines elles-mêmes qui écrivent, hein, cette question de l'écriture générative. Nous, on a en France un spécialiste qui s'appelle Jean-Pierre Balp, qui depuis la fin des années 70 propose des écritures génératives, des récits génératifs notamment. Donc comment ça marche? Ces récits génératifs, ils fonctionnent à la manière d'un écrivain automatique. C'est-à-dire que les textes ne sont pas pré-écrits, mais les mots sont combinés en temps réel à partir de logiciels d'écriture automatique capables d'engendrer les pages d'un roman sans fin. Donc Jean-Pierre Ball, puisqu'il qualifie même de méta-auteur, il dit qu'il écrit des programmes génératifs, et puis après, ce sont les programmes qui vont générer le texte lui-même. Et on voit bien qu'avec la notion de texte généré, c'est la notion de texte même qui change, puisqu'il s'agit d'un texte sans origine ni fin. Même la première version du texte émise par l'ordinateur n'est pas la première version, et la dernière n'est jamais la dernière que pour un lecteur en particulier. Le processus prend le pas sur le résultat. Donc là, dans Trajectoire, si je clique ici sur Page, je vais avoir les mêmes informations, mais avec un autre texte qui a été généré dynamiquement. Je peux faire ça indéfiniment. Voilà, donc là, évidemment, on peut se poser la question, ça reconfigure le rapport auteur-lecteur. Est-ce que nous, en tant que lecteur, on a envie de lire un texte dont tous les mots n'ont pas été pensés, pesés par un auteur, passés par l'épreuve du gueuloir, comme dirait Gustave Flaubert? Alors, je vous avais proposé de tester par exemple les petits haïkus. Donc là, on est plutôt dans le domaine du poétique que du narratif. Mais voilà, donc là, on va générer un petit poème juste pour nous maintenant. Bon, évidemment, il y a une capture vidéo, mais sinon, l'idée, c'est qu'effectivement, ce petit poème, il n'apparaisse que pour nous. Il va disparaître à tout jamais. Donc, on y va. C'est parti. C'est un peu long. Voilà. Rumeur sourde des sèves montant dans les plantes tropicales. Je ne veux pas rester ici. S'habiller en poète, en clochard bienheureux. On va en générer un autre. Le jour avait la couleur des blés, mon corps avait la lourdeur des blés, compter les heures. Voilà, pour cette question de la générativité des récits génératifs. Et puis, quatrième type de récit interactif, ce sont tous les récits collectifs, qu'il s'agisse de récits participatifs, contributifs, collaboratifs. Et ça existe depuis longtemps. Là, oui, c'est un récit qui avait commencé à la fin des années 90, où là, l'auteur nous proposait de contribuer à l'écriture du récit. Donc on a des dispositifs qui vont permettre aux internautes, notamment, de participer à l'écriture d'un récit. Donc l'écriture à plusieurs mains, chaque lecteur écrivant, comme c'est le cas ici, une partie du récit, mais aussi des dispositifs de lecture qui permettent au lecteur d'introduire des données dans le cadre du récit. Là, par exemple, sur Facebook, donc ça marche, il y a beaucoup d'exemples actuellement sur les réseaux sociaux. On a tout un univers qui a été imaginé, un peu dictatorial, et à l'intérieur duquel des internautes construisent des histoires, racontent des histoires dans ce grand récit collectif. Donc je reprends ma typologie: récit hypertextuel, récit cinétique, génératif, collectif, tout ça encore une fois étant évidemment composable. Et si maintenant on essaie de situer le récit interactif par rapport à d'autres domaines, alors si je reprends ma typologie de l'interactivité, accéder
à un autre contenu, je clique sur un fragment, j'accède à un autre fragment. C'est la question de la navigation, hein, ou bien manipuler un contenu existant. L'exemple que j'avais pris, c'est l'exemple d'une sculpture que je peux faire tourner pour voir sous toutes ses facettes. Donc là, je suis dans la manipulation d'un contenu existant, ou bien produire un nouveau contenu. Là, je suis dans l'introduction de données. Donc là, mes types de récits, le récit hypertextuel, là, c'est plutôt la question de l'accès, de la navigation qui est posée. Le récit cinétique, c'est plutôt la question du mouvement et de la manipulation. Le récit collectif, c'est la question évidemment là, de la production, de l'introduction de données. Et en termes de domaine, bah, du côté de l'accéder, on a tout ce qui est document hypertexte, hein, le web comme très grand hypertexte, la question de l'information. Du côté du manipulé, bah, c'est le jeu vidéo et la question de la simulation. Et du côté du produire, il y a ce qu'on appelle le net art, l'art sur Internet, qui est très majoritairement participatif. On essaie de faire participer les internautes et les réseaux sociaux. Donc là, évidemment, on est du côté de la participation. Donc voilà un peu pour situer nos récits interactifs dans un ensemble plus vaste avec ces différentes frontières qui sont évidemment très poreuses. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'architecture matérielle de notre récit, alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que bah, il y a une fragmentation en différentes unités. Alors évidemment, cette structuration d'un récit en différentes unités autonomes n'est pas spécifique au récit interactif, mais ce qu'on peut dire, c'est que le support numérique va contribuer à renforcer cette écriture fragmentaire, à la fois dans le travail d'écriture de l'auteur et dans l'esprit du lecteur. J'avais discuté avec Anne-Cécile Brandon-Bourget, l'auteur d'Apparitions inquiétantes, qui me disait que le fait qu'elles doivent créer un fichier HTML pour chaque fragment textuel, avec une balise title, donc donner un titre à chacun de ces fragments, avait renforcé dans son esprit cette écriture fragmentaire. Et puis on a évidemment cette idée de la non-linéarité ou de la multilinéarité dans l'enchaînement des unités, là, qui est propre à tout ce qui est écriture hypertextuelle et hypermédia. Donc écriture fragmentaire, non linéaire. Alors en termes d'architecture, de structure, bon, on peut avoir une combinatoire totalement généralisée, c'est-à-dire qu'on peut commencer par n'importe quel premier fragment, puis n'importe quel deuxième fragment, puis n'importe quel troisième fragment, dans l'ensemble des fragments disponibles. Bon, ça évidemment, tout à l'heure je vous montrerai un exemple, hein, mais ça c'est extrêmement rare, et puis c'est difficile de faire du sens avec ça. Ce qu'on retrouve plus facilement en termes de combinatoire, c'est une combinatoire restreinte. C'est un petit peu dans le domaine poétique, ce que je vous avais montré avec les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. On va choisir un premier vers parmi l'ensemble des premiers vers, un deuxième vers parmi l'ensemble des deuxièmes vers. Voilà, donc on va choisir à chaque fois un des éléments parmi un ensemble d'éléments dans une combinatoire restreinte. Et puis en termes d'arborescence, on peut avoir des arborescences divergentes, mais vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, c'est très compliqué pour celui qui va écrire le scénario et l'ensemble des fragments, parce que ça va vite être exponentiel si à chaque fois on a une alternative avec deux choix possibles, voire plus de choix. Très très vite, pour avoir simplement une histoire avec quelques fragments, on va devoir en écrire un nombre très important. Donc ce qu'on retrouve beaucoup plus en termes de structure, ce sont des arborescences dites en boucle, un peu sur le modèle d'un livre dont vous êtes le héros, où bien sûr il y a des impasses, mais à certains moments on va suivre une voie, et puis on se retrouve sur un même passage, un même fragment, sur lequel on serait aussi arrivé par une autre voie. Donc il y a une forme de boucle, et puis à nouveau ça va diverger, et puis à nouveau on va retrouver une autre boucle. Donc ça évidemment c'est plus maîtrisable et plus facilement maîtrisable pour quelqu'un qui écrirait un scénario et l'ensemble de ces fragments-là. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le support numérique par rapport au support imprimé, c'est que dans le support imprimé, on ne peut pas vraiment jouer sur l'accessibilité, sur l'accès aux fragments suivants. D'un paragraphe à un autre, ce sera toujours le même lien oculaire, et puis les deux paragraphes seront toujours situés de la même façon l'un par rapport à l'autre. Alors qu'avec un support numérique, on peut jouer déjà sur le mode de manifestation matérielle du lien, à savoir que le lien, il peut être exploratoire, hein. On peut avoir une zone réactive et il faut faire un rollover, faire un survol pour la trouver, pour accéder au fragment suivant. Donc ça peut être très intéressant en termes d'interface, ce jeu sur l'accessibilité. Et puis aussi, il y a le type d'accès même du lien, où dans un support dit statique comme l'imprimé, tous les liens seront statiques, hein. J'ai une note de bas de page, entre mon appel de note et la note de bas de page. Le lien sera toujours statique, hein. Je reviendrai sur l'appel de note, ça sera toujours la même note de bas de page qui sera associée, alors qu'avec notre support numérique, parce qu'il y a la médiation du calcul,
entre une forme d'enregistrement, le code, et une ou des formes de restitution, ce que va voir notre lecteur, spectateur, interacteur, eh bien, il peut y avoir beaucoup de possibles parce que le lien peut être conditionnel. Selon ce que j'ai lu avant, va m'emmener ici ou là. Il peut être adaptatif, il peut être aléatoire. On peut faire un tirage aléatoire pour tirer quel va être le fragment suivant. Alors là, j'ai un bel exemple. Penetration, qui n'est pas du tout un récit pornographique, je préfère le préciser, qui est un récit en anglais. Voilà, donc là par exemple, je vais reprendre la lecture à l'endroit où je l'avais quitté la dernière fois. Et les liens que je retrouve ici, en fait, je peux cliquer sur des liens que j'ai déjà vus. J'aurai autre chose à la place, ou bien sur des liens que je n'ai pas encore vus, mais selon ce que j'ai lu avant, je vais être emmené ici ou là dans l'histoire. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est cette plante qui grandit et qui à la fin fleurit lorsque j'ai vu l'ensemble des fragments de ce récit poétique. Donc il y a une forme d'exhaustivité aussi de la lecture qui est mise en interface. Ensuite, il y a également avec le support numérique la possibilité d'ouvrir sur ce qu'on peut appeler une forme de hors-récit. Ça s'est permis notamment pour les récits en ligne et la dimension réseau. C'est l'exemple que je vous avais montré lors du cours introductif avec le non-roman de Lucide de Boutigny, où en cliquant ici sur CNN, partenaire non officiel, c'est le site véritable, authentique de CNN qui apparaît, mais que j'ai tendance à fictionnaliser parce qu'il apparaît dans un système de fenêtrage au sein du récit, et donc on a accès à un réel qu'on peut appeler extra-diégétique. La diégèse, c'est l'environnement spatio-temporel, l'univers spatio-temporel d'une histoire, et donc là on joue sur cette ouverture à hors récit, permise par la dimension réseau ici. Et puis il y a la question de la clôture qui est très intéressante, parce que avec un support imprimé, on a une dernière page, on a une clôture matérielle. Alors l'histoire peut rester ouverte, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais néanmoins il y a un point final, un dernier mot, voire même le mot fin. Pareil pour un film, hein, on aura une dernière image. Mais avec le numérique, on peut ne pas avoir de clôture matérielle. Or, Aristote nous dit, un bon récit doit avoir un début, un milieu et une fin. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, premier exemple, non-roman, le fameux épisode 2 que je vous avais présenté, dont je vous avais montré le début. Si j'arrive à la fin de la soirée de mes deux personnages et que je clique sur fin de programme, je suis aussitôt ramené au début de l'épisode. Là, l'auteur nous dit, oui, vous avez vécu une soirée possible, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez vivre. Recommencez aussitôt, et effectivement, vous allez vivre une autre soirée avec nos deux personnages. Donc là, évidemment, on a cette idée d'une lecture toujours inachevée. Il y avait un CD-ROM qui s'appelait Pause dans les années 90 que j'aimais beaucoup et qui jouait sur cette logique des mondes possibles. On avait un personnage et on pouvait imaginer tout ce qui pouvait lui arriver, de très très différent dans la vie, et à chaque fois avec trois petites scénettes et une petite fin. Mais on nous proposait aussi, alors évidemment c'est statique, on pouvait faire tourner cette roue avec toutes les fins qui étaient à découvrir, toutes les fins possibles pour notre personnage. Et donc moi je me suis amusé à explorer les fins plutôt que de faire une histoire par une histoire, ce que j'ai fait par la suite, hein, j'ai exploré les fins. Donc là évidemment on a cette dimension de la clôture là qui devient en fait un épisode. Et puis on a l'exemple un peu paradigmatique d'hypertexte, qui était le premier à connaître un certain succès outre-Atlantique, qui s'appelle Afternoon A Story de Michael Joyce en 1987 sur disquette, et qui se présentait, là j'ai fait une capture d'écran, de cette façon-là. D'ailleurs c'est intéressant, c'est que les liens hypertextes n'étaient pas signalés, par exemple par un soulignement ou une couleur, il fallait faire un survol sur les mots euh, pour distinguer les liens. Et donc on naviguait comme ça de fragments textuels en fragments textuels. Alors c'était aussi une histoire d'accident. C'est un homme en fait qui a vu un accident le matin, a été témoin d'un accident, et il se demande après toute la journée si c'était pas sa femme et son fils qui étaient dans la voiture. Et donc c'est tout un récit, un beau récit sur la mémoire, la reconstruction. Et donc on navigue de fragment en fragment, il y a un nombre très important de fragments textuels, mais au bout d'un moment, on retombe sur les mêmes fragments, certains qu'on a déjà lus, qu'on va interpréter différemment évidemment parce qu'ils vont être recontextualisés, mais néanmoins ce sont les mêmes fragments parce qu'il n'y a pas un nombre illimité de fragments. Et puis en fait, le récit ne se termine jamais au sens où il n'y a pas un fragment final, où on nous dit ça y est, c'est terminé.
c'est la fin. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a cette tentation du livre infini et qu'il y a un déplacement de la clôture en tant que fin d'un récit vers la clôture en tant que fin d'une expérience de lecture. L'auteur Michael Joyce nous dit, en fait, le récit il est terminé quand vous pensez, quand vous en avez assez, quand vous pensez en avoir fait le tour. Et c'est un petit peu ce que Valentin nous disait dans son commentaire de Stanley Parable, en disant finalement, bon ben, là la notion de clôture elle est également un peu déplacée, il y a cette tentation du jeu infini et du déplacement de la clôture en tant que fin d'un jeu vers la clôture en tant que fin d'une expérience vidéoludique. C'est ça qui m'intéresse aussi avec les supports numériques et interactifs, c'est qu'ils nous permettent de revenir sur certaines notions, de les questionner. Là, en l'occurrence, par rapport ici, celle de la clôture, qu'est-ce qui se passe si on a un support qui propose de ne pas avoir de clôture matérielle? Qu'est-ce que ça change en termes de récit et de notion de clôture pour un récit? C'est ce que j'appelle la valeur heuristique de nos supports numériques interactifs. J'ai publié un livre là-dessus qui est à la BUTC, à savoir le fait que ça nous permet de questionner des choses qu'on ne questionnait plus forcément. Alors sur le dispositif narratif lui-même, donc on a à un bout de la chaîne l'auteur, prenons par exemple Balzac qui boit son café tous les soirs pour écrire l'épisode qui va paraître en feuilleton le lendemain. À l'autre bout de la chaîne, c'est nous, lecteurs en chair et en os, qui lisons ce roman. Et puis on a ce dispositif narratif avec un ou des narrateurs qui peuvent ou non être des personnages. Et puis le narrateur qui est dans ce dispositif narratif une fonction qui est en fait le lecteur implicite auquel s'adresse le narrateur. Alors ce qui est intéressant dans nos récits interactifs, c'est qu'on va jouer sur les frontières entre toutes ces fonctions-là. Par exemple, jeu sur la frontière entre lecteur et narrateur. Alors je reprends l'exemple de non-roman que je vous ai montré pendant le cours introductif, où là donc le personnage de Madame reçoit un mail, mais si on clique ici sur Jésus en bas, c'est notre logiciel de messagerie réel qui apparaît pour nous lecteurs en chair et en os, et on peut écrire un courrier électronique à un personnage de fiction. Donc là, c'est pas simplement en tant que narrateur qu'on est interpellé, mais en tant que lecteur. Narrateur, on a l'habitude, par exemple, Diderot qui va dire: vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire patienter 2 ans, 3 ans, 4 ans le récit des amours de Jacques. Ça, c'est le lecteur implicite, le narrateur qui est interpellé par le narrateur. Mais là, c'est en tant que lecteur que je suis interpellé pour écrire un courrier électronique à un personnage de fiction. Donc il y a bien ce jeu sur la frontière entre lecteur et narrateur. Et puis on a un jeu sur la frontière entre lecteur et narrateur, puisqu'il y a des prérogatives du narrateur qui vont être là déléguées au lecteur. Par exemple, le choix du point de vue. Normalement, c'est le narrateur qui choisit un point de vue avec lequel il va raconter l'histoire. Là, le lecteur peut choisir un point de vue sur l'histoire. Ou bien il peut manipuler le temps ou les lieux de l'histoire. Alors sur le temps, exemple, je reprends l'exemple de trajectoire, on a un récit qui se déroule sur 24 jours. Et en fait, moi, en tant que lecteur, je peux cliquer sur n'importe lequel de ces jours pour savoir ce qui s'y passe. Normalement, c'est le narrateur qui s'occupe de nous emmener à tel ou tel moment de l'histoire, qui va nous dire, 3 jours après, voyons ce qui se passe. 2 jours avant, revenons en arrière. Flashback en termes de cinéma, analepse en termes de littérature. Et là, c'est le lecteur qui est chargé de gérer lui-même la temporalité, d'aller voir à n'importe quel moment de l'histoire ce qui s'y passe, pareil pour les lieux. Donc jeu sur la frontière entre lecteur et narrateur. Et puis on a un jeu sur la frontière entre le lecteur et le personnage lui-même, puisque le lecteur peut jouer le rôle d'un personnage, faire les actions à sa place, dire des mots à sa place. C'est ce qui se passe par exemple dans Façade que je vous avais proposé de tester, on en reparlera tout à l'heure. Jeu sur la frontière également entre lecteur et auteur, l'auteur en chair et en os. Si je reprends l'exemple de Trajectoire, qui est donc un roman interactif et génératif, l'auteur nous dit que le code informatique fait partie de l'œuvre. Et alors ça, l'auteur ne le dit pas, là c'est en explorant cette création que je m'en suis aperçu, c'est que pour chaque fragment, on a une petite icône, et si on clique sur l'icône, eh bien on peut enregistrer un fichier avec une numérotation, et si après on assemble ces différents fichiers suivant la numérotation dans un logiciel graphique, on voit apparaître le visage des 2 coupables de l'histoire, qu'on nous a présenté par ailleurs, puisqu'on nous présente graphiquement tous les personnages au cours de l'histoire, mais là,
On passe de lisible au manipulable, on manipule des fichiers informatiques comme le ferait l'auteur, et c'est une des façons d'accéder à la solution de l'enquête. Dans le livre des morts de Xavier Malbray, donc le livre des morts, hein, livre des morts égyptien, tibétain, c'est donc ce long récit qu'on mettait dans le sarcophage, le cercueil d'un mort qui l'accompagnait vers l'au-delà. Et donc là, on nous propose nous-mêmes de raconter avec nos mots notre propre vie. Donc on est fictionnalisé en quelque sorte, hein, on devient vraiment là pour le coup un personnage mais également un scripteur, une sorte de co-auteur de l'histoire, et si on accepte que l'histoire qu'on raconte dans ce livre des morts soit accessible dans une salle de lecture, on a aussi accès à l'ensemble des récits de vie des autres internautes. Un projet SI28 des années 2000 que j'ai beaucoup apprécié, qui jouait aussi sur ce principe-là, sur cette frontière. Donc on avait une histoire, mais c'est un peu comme dans Matrix, il fallait passer de l'autre côté, aller du côté du code pour comprendre les sous-bassements de cette histoire. Et donc là, on était incité en fait à afficher le code source d'une page HTML pour y trouver d'autres informations, pour comprendre l'histoire elle-même. Voilà, donc là, ici, je vous ai fait une petite capture d'écran. Et donc là, on était amené finalement à, à manipuler ce que normalement l'auteur manipule, à savoir le code HTML. Dans certains cas même, on peut modifier ce matériau de production, et donc on a tout ce jeu entre la forme d'enregistrement et la forme de restitution. Alors il y a l'exemple que Adrien a rappelé de Doki Doki Literature Club, qui est un très très bon exemple, hein, que je conseille à tous ceux qui ont le cœur bien accroché, qui, vous verrez, hein, le jeu se joue en différentes parties, hein, et à un moment, on est nous, en tant que joueurs, incités à manipuler, voire à supprimer certains fichiers en utilisant le gestionnaire de fichiers de notre ordinateur. Voilà, ça c'est un récit qui a été réalisé avec Twine. Et un autre récit que je vous conseille, qui est assez récent, de Marc Marino, euh, dans lequel on joue le personnage principal, le personnage qui est un codeur. Et en fait, c'est en Python, pour ceux qui connaissent un petit peu le Python. Et en fait, en modifiant le code, on fait évoluer l'histoire. Donc là, on joue vraiment sur le matériau même, normalement, de production de l'auteur ou du programmeur, hein. Et là, c'est nous-mêmes, en tant que lecteur-joueur, ou en jouant sur le code, on modifie l'histoire. Donc on a bien un jeu sur la frontière entre lecteur et auteur, avec cette manipulation des fichiers informatiques, avec le fait qu'effectivement on fait manipuler au lecteur le matériau même de production, et le fait que nous on devienne scripteur, voire même qu'on soit incité à produire du texte qui fera partie intégrante du récit. Questionnement maintenant. Alors, d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est que là, j'ai mis beaucoup l'accent sur l'écriture fragmentaire, l'écriture non linéaire, le rôle donné au lecteur, la volonté de donner un rôle important au lecteur, qui devient interacteur dans ces créations-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques et des tentatives qui sont finalement assez anciennes euh, concernant l'écriture fragmentaire, non linéaire, des débuts du roman. Donc là, j'ai pris l'exemple du XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'on appelle la modernité littéraire, pour rester dans le domaine de la littérature. Donc XXe siècle, certains auteurs ont cherché à remettre en question les lois du récit linéaire. Alors on peut penser à Raymond Queneau, par exemple, qui, avec son Un conte à votre façon et ses 24 ou 25 fragments, je ne sais plus, nous propose de passer, selon nos choix, du fragment numéro 2 au fragment 5, revenir au 3, etc. Mais on peut penser aussi, là pour le coup, de façon encore plus emblématique, à Marc Saporta. C'est l'exemple de combinatoire généralisé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est sur support imprimé. En 1962, ça s'appelle composition numéro 1. Donc on le trouve chez les bouquinistes encore à Paris. On a un coffret avec à l'intérieur 150 feuillets. Et chaque feuillet constitue un module romanesque. Dans sa préface, l'auteur, que nous dit-il? Je le cite, il nous dit que le lecteur est prié de battre ses pages comme un jeu de cartes, de couper si le désire de la main gauche comme chez une cartomancienne, et l'ordre dans lequel les feuillets sortiront du jeu orientera le destin du personnage. Bon, là on voit bien que le nombre de combinaisons possibles est de nature à décourager toute tentation de lecture exhaustive. Et ça, c'est avec l'imprimé. Donc on a une tentative avec un support imprimé, et là, pour le coup, sans support informatique, de combinatoire généralisé et de non-linéarité généralisée.
Puis concernant le rôle du lecteur, il y a beaucoup d'auteurs qui ont tenté de donner un rôle à leur lecteur, par exemple, de faire du lecteur un personnage du livre, se livrant ainsi au jeu de la confusion, personnage, narrateur, lecteur. Alors, je vous donne un exemple qui est celui de Si par un nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino, de 79, et je vais vous lire le tout début du roman. Donc là, c'est pas la préface, hein. Le roman commence comme cela. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée, laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. Donc c'est le lecteur qui est le personnage principal du roman. Je vais spoiler un tout petit peu pour aller à la fin, avec les toutes dernières lignes de ce roman. Donc le lecteur rencontre une lectrice. Lecteur et lectrice, vous êtes à présent mari et femme. Un grand lit conjugal accueille vos lectures parallèles. Ludmilla, c'est la lectrice, ferme son livre, éteint sa lampe, abandonne sa tête sur l'oreiller et dit: éteins toi aussi. Tu n'es pas fatigué de lire, et toi? Encore un moment. Je suis juste en train de finir Si par nuit d'hiver un voyageur d'Italo Calvino. Donc, tentative d'écriture fragmentaire, non linéaire, rôle donné au lecteur. Bien. Alors, ce qu'on peut se poser maintenant comme question, c'est finalement, quel est le rôle du support numérique? Parce que notre question au départ, c'était, bon, le support numérique, qu'est-ce que ça va changer? Et finalement, de façon un peu déceptive, là, je suis en train de vous dire, tout ça, ça a déjà été tenté avant. Rien de neuf sous le soleil. Ah. Donc si on s'intéresse à l'histoire des supports de l'écriture, donc là je passe sur tout ce qui est pierre par exemple, là j'arrive au parchemin, donc le volumen qu'on pouvait dérouler horizontalement ou le rotulus verticalement, où là il fallait nos deux mains pour dérouler, et puis pour retrouver un passage dans l'ensemble du volumen par exemple qui nous avait intéressé, c'était quand même assez compliqué de retrouver ce passage précisément. Et donc ce qu'a apporté entre le 2e et le 4e siècle, donc l'apparition du codex, donc ces feuillets qui sont collés et attachés ensemble, ce que ça a apporté, c'est une plus grande maniabilité pour le lecteur, puisqu'évidemment ça libère une main pour annoter. Il y a l'apparition de la pagination, les numéros de page, la table des matières, les index. On peut accéder directement au passage qu'on souhaite. Donc plus grande maniabilité, plus grande manipulabilité. Et puis le support numérique, évidemment, dans cette évolution des supports de l'écrit, c'est encore plus de manipulabilité, puisque maintenant, là, tout devient manipulable. Donc on peut dire qu'il y a une grande forme de continuité, finalement, hein. Dans cette évolution des supports, cette manipulabilité toujours plus importante des premiers supports de l'écrit vers maintenant notre support numérique, qui est aussi un support, évidemment, de lecture et d'écriture. Mais ce qu'on peut dire également, c'est qu'avec le numérique, il y a la médiation du calcul. Et que oui, il y a plus de manipulabilité, mais attention, maintenant, tout devient manipulable. C'est pas simplement le support, mais également le contenu qui devient manipulable. Et en ce sens, on peut dire que oui, il y a une continuité, mais il y a une forme de rupture dans la continuité, avec ce tout devient manipulable et la question du calcul. C'est ce que Bruno Béchimon appelle, j'aime beaucoup l'expression, un passage à la limite. Le numérique comme passage à la limite, et donc ça permet de penser une forme de rupture dans la continuité. Dans cette dialectique, le numérique, c'est quoi? C'est continuité ou c'est rupture? Là, on peut penser la rupture dans la continuité. Je trouve que c'est très très utile pour penser ce qui nous arrive actuellement, les mutations avec le numérique. Et donc, évidemment, d'emblée, oui, il y a les écritures non linéaires, hypertextuelles avant, mais d'emblée, ici, avec le numérique, on a un système délinéarisé, hypertextuel, avant même d'être textuel. On a la discrétisation d'unité. Et également, on a, bien sûr qu'avant, on essayait de donner un rôle au lecteur, sauf que là, on a une instrumentation de l'activité même du lecteur dans le dispositif, qui évidemment entraîne une reconfiguration de cette activité. Là aussi, passage à la limite. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ces récits interactifs, ces formes de récits interactifs contribuent peut-être à réaliser un rêve qui est assez ancien, qui est de faire participer le lecteur à l'élaboration du récit. C'est ce que Diderot notamment nous dit, quand il nous dit qu'il aimerait bien que le lecteur l'aide un petit peu à écrire son roman. Avec le titre de façon un peu cabotine, évidemment. Alors, des questionnements. Quand on s'intéresse au récit interactif, parfois on s'aperçoit que le récit interactif, il ne trouve plus tant sa justification dans l'histoire qui est racontée que dans le dispositif de lecture-écriture proposé.
Et notamment, il y a un passage de la chronologie à la cartographie, d'une temporalité d'une histoire à la spatialité d'un dispositif. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans la mesure où le récit est avant tout représentation d'une temporalité, est-ce qu'on peut encore parler de récit? Si je reprends l'exemple de trajectoire, avec le calendrier, il y a aussi ces arbres généalogiques où, au fur et à mesure qu'on rencontre les personnages dans le récit, l'arbre généalogique est complété. Et donc, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, on a envie de compléter notre arbre comme on compléterait un niveau. Et donc là, on voit bien ce passage vers une forme de cartographie et de spatialité du dispositif. Autre question, est-ce qu'un récit peut être vraiment co-construit par un lecteur? Alors, on a vu qu'il y avait des prérogatives du narrateur, le choix du point de vue, le choix de la temporalité, nous emmener à tel ou tel moment de l'histoire, à tel ou tel endroit de l'histoire, qui sont délégués au lecteur ou à l'interacteur, qui fait ses choix comme s'il était le narrateur. Ça pose quand même question, parce que le narrateur, c'est celui qui est vraiment chargé de faire croire à une histoire, et nous, en tant que lecteurs, spectateurs, bah, nous, c'est plutôt le croire. C'est-à-dire que on a envie de croire ou de ne pas croire parfois. C'est ce que un théoricien, Coleridge, appelle the willing suspension of disbelief, la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'on se met, si on a envie de croire, dans cet état de suspension volontaire de l'incrédulité. Oui, c'est pas vraisemblable, mais tant pis, on a envie d'y croire. Sauf que là, si on joue les deux rôles, hein, si on demande au lecteur de co-construire l'histoire qu'il est en train de lire, par exemple, c'est lui demander dans le même temps de faire croire et de croire à une même histoire. C'est un petit peu schizo quand même, hein. Donc est-ce qu'on peut réellement concilier narrativité et interactivité? Et puis est-ce qu'un récit peut vraiment être à vivre? Puisque si on donne la possibilité au lecteur, spectateur, interacteur, joueur, de jouer le rôle d'un personnage, de faire les actions à sa place, d'être le personnage. Là, du coup, on bascule d'une histoire racontée, il y a la médiation d'un narrateur, quelqu'un nous raconte une histoire, à une histoire à vivre. De la narration, donc médiation d'un narrateur, à ce qu'on appelle le jeu dramatique, où c'est nous qui jouons l'histoire. Où là, le joueur vit l'histoire sans la médiation d'un narrateur. Est-ce qu'il s'agit encore de récits? Et évidemment, le jeu dramatique, c'est très exploité par le jeu vidéo, où là, on joue souvent l'histoire d'un personnage, on fait les actions à sa place. Et est-ce que finalement, les récits interactifs, un peu classiques que je vous ai présentés, ils ont encore un sens? Est-ce que finalement, ce qu'on n'a pas tous envie de faire, c'est nous-mêmes d'être le personnage, de vivre l'histoire à sa place, de faire les actions à sa place? Est-ce que le fin du récit interactif, ce n'est pas le jeu vidéo finalement? C'est une question qu'on peut se poser, ça. Alors, il y a l'exemple des façades que je vous ai proposé, puisque là, on est amené avec nos propres mots à jouer l'histoire de notre personnage, qui par ailleurs nous est raconté. Et puis il y a l'exemple magnifique de Stanley Parable, qui effectivement vise à briser ce qu'on appelle le quatrième mur, qui désigne un mur imaginaire au théâtre, hein, qui est situé sur le devant de la scène, qui sépare la scène des spectateurs et au travers duquel ceux-ci voient les acteurs jouer. Et donc quand on brise ce quatrième mur, ça fait référence au théâtre, aux comédiens sur scène qui vont s'adresser directement au public, ou par exemple au cinéma, quand les acteurs le font par le biais de la caméra. Donc là, on a effectivement ce quatrième mur qui est perpétuellement brisé, avec une narration, avec ce narrateur qui s'adresse à nous, qui nous donne des conseils qu'on peut ou ne pas suivre. Et puis nous, on est dans le jeu dramatique, puisqu'on fait les actions comme si on était Stanley. Et donc il y a une articulation extrêmement intéressante entre narrativité et interactivité, qui là pour le coup est très réussie. Mais cette question demeure finalement si un récit peut réellement être à vivre. Et la question, alors c'est une question qui est souvent débattue par les théoriciens, et certains disent que un récit à vivre, comme c'est le cas par exemple dans beaucoup de jeux vidéo, va fonctionner beaucoup sur l'identification d'un personnage, alors qu'un récit qui serait basé sur une narration qu'on nous raconterait, mais là on n'a pas la possibilité de jouer le rôle du personnage ou même de pénétrer dans son monde, de l'aider. On a un désir empêché de pénétrer dans le monde du personnage. On lit son histoire, on regarde son histoire si c'est un film. Là, le ressort va plutôt être de l'ordre de l'empathie. Et le discours qu'on peut tenir, là, ça sera un petit peu ma conclusion, c'est que sans doute est-il bon à la fois de lire des romans, de voir des films et de jouer à des jeux vidéo pour à la fois travailler nos capacités empathiques et nos capacités identificatoires, à la fois l'identification qui nous construit
et l'empathie également qui nous construit. Et travailler qu'une seule de ces capacités-là ou de ces compétences-là pourrait être effectivement préjudiciable. Voilà, ceux qui ne font que des jeux vidéo, par exemple, peut-être que les risques de manquer un peu d'empathie. Bon, après, il y a beaucoup de jeux vidéo qui jouent beaucoup sur l'empathie, bien sûr. C'est un peu caricatural. Mais donc, j'en arrive à la fin de cette première séance sur les récits interactifs. Et la prochaine fois, on abordera les perspectives et les différentes formes de récits interactifs qui émergent actuellement et qui, là aussi, nous font réfléchir, notamment à la question du récit et à la question du support numérique interactif et multimédia.